Dans cette première vidéo de la série, je vous propose de découvrir en livre audio l'ouvrage de Marie Hadou, Avoir confiance en soi. Cette vidéo comporte la première partie du livre ainsi que les chapitres 1 et 2. Les chapitres suivants du livre sont à découvrir dans les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Le lien pour retrouver le livre dont je vous parle est disponible dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Je suis Émilie, conseillère en nutrition et naturopathie, praticienne en gémothérapie, créatrice de recettes saines et gourmandes et inspiratrice de bien-être et de créativité. Le but de ma chaîne YouTube est de vous partager le maximum d'infos pratiques, de lectures inspirantes, d'astuces et de conseils pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Alors si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant en bas à droite de cette vidéo pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Place à la lecture, je vous souhaite une bonne écoute. Marie Hadou, avoir confiance en soi pour enfin s'épanouir et se réaliser. Avant-propos. Paraphrasant Musset, insensé dit le sage, heureux dit le poète. Ne pourrait-on imaginer qu'il soit possible de vivre dans une béatitude confiante à l'égard des autres et de soi-même? Qui ne rêverait de semblable bonheur? La confiance en soi est un atout indispensable face aux épreuves, aux défis quotidiens, au sein d'une société qui privilégie les battants et les gagnants. Le monde actuel nous expose à des difficultés croissantes. Il faut trouver en soi assez d'assurance pour lutter et ne pas sombrer entre la compétition à outrance, le chômage, le sida, la violence. Il faut aussi avoir confiance en ses possibilités pour se réaliser et s'épanouir. Sinon, nous consacrons toute notre énergie à tenter de nous rassurer et à nous défendre plutôt qu'à nous accomplir. Un sentiment de sécurité intérieure est indispensable à la réussite d'une vie professionnelle, sociale, amoureuse, familiale. Pour mieux communiquer avec les autres, il faut cesser de craindre leur jugement et se libérer de notre dépendance à leur égard. La confiance en soi génère la confiance dans les autres. On peut alors se tourner vers eux et vers le monde, s'ouvrir à lui avec lucidité et discernement. La confiance en soi. Le dictionnaire historique de la langue française retrace l'évolution de ce terme qui, au XIIIe siècle, dérive du latin confidentia, s'orthographie confiance avec un E et conserve une analogie avec l'espérance. Au XVIIe siècle, il revêt son orthographe actuelle et prend la nuance d'assurance, notamment à travers l'expression confiance en soi. De nos jours, la définition de la confiance en soi ne fait pas l'unanimité. Certains insistent sur son caractère inné et l'assimilent à un trait de personnalité, un don de la nature. D'autres insistent sur son caractère acquis et en font une bonne réponse apprise à l'occasion d'expériences abouties. D'autres en font une des conséquences de la force du moi. Le débat entre l'inné et l'acquis est loin d'être clos. L'hypothèse d'un seuil de vulnérabilité, déterminé par notre patrimoine génétique et variable d'un sujet à l'autre, participe des théories actuelles. Les individus qui bénéficient d'un seuil maximum supporteraient mieux les difficultés et ne sauraient en être accablés. En revanche, ceux qui disposent d'un seuil minimum vont perdre confiance et capituler plus facilement. Malheureusement, ou heureusement, cette prédisposition ne semble pas tenir toute la vie. À certains moments de l'existence, les plus forts craquent et les plus faibles réalisent des exploits incroyables, ce qui laisse la part belle aux influences de l'éducation et du milieu. On a fréquemment constaté que des enfants aimés et élevés dans de bonnes conditions avaient un potentiel de confiance en eux plus élevé que les enfants rejetés, ballottés de foyer en foyer, abandonnés ou battus. En amont, la confiance en soi relève d'un narcissisme positif qu'on pourrait résumer ainsi: aime-toi et apprécie-toi suffisamment tel que tu es, qui constitue une base solide pour le développement personnel et tout simplement pour exister.
ce qui implique de croire en soi, en ses ressources, de reconnaître ses limites, de s'évaluer à sa juste valeur, d'accepter ses points faibles et de se perfectionner. Être heureux d'exister tel que l'on est et s'apprécier procure un équilibre intérieur qui facilite la qualité de notre relation aux autres et au monde. Quand on s'aime ainsi, on est capable d'éprouver de l'amour et d'en recevoir. En aval, la confiance en soi garantit la liberté de penser et d'agir. C'est aussi pouvoir compter sur soi pour faire face aux situations nouvelles, ce qui favorise la capacité de prendre des risques avec une certaine assurance et de résister aux échecs. La confiance en soi repose sur une représentation saine de la réussite, de nos performances, de nos réalisations. Elle nous autorise à respecter nos projets, à y consacrer du temps et de l'énergie. Elle permet d'évaluer plus objectivement les autres et de s'affirmer sans honte, ni peur, ni agressivité par rapport à eux. Un individu confiant possède un moi fort et équilibré qui perçoit ses limites, assume ses contradictions, ses doutes, ses manques, tout en étant conscient de ses ressources, de ses convictions, de ses espoirs, de sa détermination, de sa sérénité. La confiance en soi dépend d'un moi suffisamment solide. Cependant, elle est fluctuante et sensible à l'ambiance, aux influences plus ou moins pernicieuses du milieu, des bouleversements familiaux, professionnels, affectifs peuvent momentanément la fragiliser. Il est indiscutable qu'une certaine qualité de climat peut contribuer à modifier la confiance en soi. Marlène, qui manque d'assurance, se rétracte totalement face à des personnes rigides ou ironiques. En revanche, dans une ambiance chaleureuse et décontractée, elle s'épanouit et donne le meilleur d'elle-même. La sécurité matérielle et affective, dans un contexte d'amitié, d'amour, de réciprocité et d'entente, préserve la confiance en soi, tandis que le sectarisme, l'injustice, l'égoïsme, la froideur, l'incertitude sont des facteurs défavorables capables d'entamer le capital de confiance en soi, voire de le détruire. Plus généralement, l'environnement, avec ses normes, ses coutumes, ses sollicitations, ses contraintes, ses ambiguïtés, exerce une pression sur l'individu et rend sa vie et ses relations faciles ou pénibles. Le milieu peut donc améliorer ou minorer la confiance en soi, ce qui signifie que les personnes confiantes en elles vivent aussi des moments de doute, d'anxiété, de dépression, en fonction de certaines circonstances défavorables. Mais elles se maîtrisent mieux et ne restent pas éternellement désespérées et débordées. Elles sont capables de rebondir plus vite. Pour elles, les effets d'un climat nocif sont limités, ce qui est moins vrai pour d'autres dont la confiance en soi est plus fragile. Cette confiance peut relever d'une appartenance nationale ou sociale à travers laquelle nous nous définissons plus ou moins. Certains pays, comme les États-Unis, fondés sur le mythe du self-made man, valorisent la confiance en l'individu et la réussite. A l'inverse, l'appartenance à des sous-groupes méprisés, comme en Inde, les intouchables ou dans les Balkans, les tziganes, est très difficile à vivre. Ils finissent souvent par se percevoir tels que les autres les jugent et par perdre confiance en eux. Prenons l'exemple des femmes qui semblent avoir moins confiance en elles que les hommes. Est-ce un fait d'éducation, un fait de société? Un peu des deux, sans aucun doute. Selon la psychanalyste Christiane Olivier, une mère n'investit pas affectivement de la même façon son fils ou sa fille. Le garçon est aimé inconditionnellement pour ce qu'il est, ce qu'il a. Sa différence sexuelle suffit à combler une mère. Une fille apprend très tôt qu'elle est incomplète et n'est pas satisfaisante pour sa mère. Elle ne peut pas être aimée pour ce qu'elle est. Elle ne peut l'être que si elle se conforme au désir de sa mère, sous condition d'être parfaite, c'est-à-dire obéissante, silencieuse, propre, sage et docile. La société ne semble pas davantage favoriser la confiance chez les femmes.
Malgré les avancées féministes, de nombreuses inégalités subsistent. La mécanique bien huilée des inégalités hommes-femmes, titre Le Monde. Celle-ci commence dès l'orientation scolaire. Les lettres pour les filles, les sciences et l'industrie pour les garçons. Ne parlons pas des manuels scolaires qui dévalorisent les femmes, de leur salaire en général moins élevé, de leur difficulté à se faire accepter dans le monde de la politique et du travail. Selon une enquête du CNRS, on ne trouve aucune femme parmi les dirigeants de 200 entreprises les plus importantes en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Une bonne femme, entre guillemets, est une femme au foyer, semble susurrer la société. Un dernier point pour vous prévenir contre des comportements qui peuvent être liés à une trop forte confiance en soi. L'égoïsme, amour de soi mais manque d'empathie, fermeture et indifférence aux autres. La suffisance, ce que les Grecs appelaient hubris, ou excès d'orgueil, mépris des autres. La naïveté, qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes et nous plonge dans des situations où nous nous faisons toujours avoir. Cet ouvrage est né d'un constat simple, la fréquence des plaintes exprimées par un grand nombre de personnes, patients, mais aussi amis, entourage, est liée au manque de confiance en soi. Cette notion revient souvent dans les préoccupations, au cours d'entretiens thérapeutiques, de conversations amicales, et renvoie obligatoirement à ce dont on est privé, la confiance en soi. Ce livre est consacré au manque de confiance en soi et aux stratégies qui permettent d'y remédier. Il a pour objet de mettre le lecteur en contact avec ses propres ressources et de lui permettre d'évoluer et de résoudre ses difficultés dans un autre cadre intellectuel mais aussi affectif et sensible. Il aborde les autotraitements reconnus et efficaces pour régler ce problème, les décrit avec précision pour qu'ils soient accessibles. Il aide à la mise en application de ces stratégies. À travers des informations claires, il permet au lecteur de se prendre en charge à son rythme et en fonction de ses disponibilités, de passer un contrat avec lui-même, en somme de jouer un rôle actif dans son évolution. Dans une première partie, se connaître, nous brosserons le portrait de ceux qui manquent de confiance en eux. Il est important de se comprendre pour mieux changer. Nous y annexerons les maladies liées au manque de confiance en soi. Dans une seconde partie, changer, nous tenterons d'expliquer votre fonctionnement psychologique, puis nous aborderons les méthodes qui permettent d'avancer, de progresser, de retrouver une sécurité intérieure et la confiance en soi. Nous dégagerons tout d'abord quelques principes simples, des règles de base, puis nous développerons des techniques pratiques qui permettent de retrouver la confiance en soi et de l'entretenir. Les techniques proposées sont nombreuses, variées. Choisissez celles qui vous conviennent le mieux, qui vous semblent les plus appropriées à votre situation. Une troisième partie, comprendre, éduquer, propose quelques conseils pour vous aider à donner confiance à vos enfants. De la même façon, le dernier chapitre suggère quelques repères pour restaurer la confiance chez vos parents âgés. Première partie. Se connaître. Chapitre 1. Portrait. L'ambition de ce livre tient en une phrase. Dans votre combat contre vous-même, vous proposez des armes qui améliorent votre confiance en vous. Mais cet objectif implique de vous donner auparavant des clés pour mieux connaître vos failles, vos difficultés, vos points de fragilité, vos faiblesses, vos insuffisances. Lorsqu'on interroge des personnes qui manquent de confiance en elles, et en conviennent volontiers, il est curieux de constater qu'elles éprouvent quelque peine à se décrire. Chacune insistera sur un aspect particulier. Telle parlera de son manque d'assurance, telle autre de ses rougissements intempestifs, une troisième de sa peur de l'extérieur, mais sans aller beaucoup plus loin, sans développer davantage. Il est vrai que l'absence de confiance en soi peut s'exprimer de manière sélective. Certains seront gênés par des manifestations physiques, la transpiration excessive, la tachycardie, d'autres par leurs problèmes relationnels, d'autres enfin par certaines inhibitions. Aline insiste sur ses difficultés à prendre des décisions. Elle ne sait jamais que choisir et raconte qu'elle a attendu 1 an avant de se faire soigner sérieusement.
est qu'elle a frôlé la septicémie. Quand on l'interroge sur ses relations avec les autres, elle répond que tout va bien, qu'elle n'a de conflit ni avec son mari, ni avec ses amis, ni avec son employeur. Après plusieurs entretiens, elle découvre, entre guillemets, que tout ne va pas si bien, qu'en réalité elle se sent exploitée par les uns et par les autres. Son mari la traite comme une esclave, ses amis lui empruntent de l'argent qu'ils ne lui rendent jamais, son patron lui donne plus de travail qu'à son autre secrétaire. Michel parle uniquement de ses difficultés au travail. Il a toujours peur de rougir, de se mettre à trembler, à bafouiller quand son patron s'adresse à lui. Il n'admet pas qu'il redoute l'autorité et pense que son unique handicap, ce sont ses réactions physiologiques perturbantes. Si elles disparaissent, tout s'arrangera pour lui. Dans la plupart des cas, l'accent est mis sur la manifestation la plus gênante, la plus visible, comme si le fait de se voiler la face et de croire que le problème est circonscrit à un signe réduisait ou éloignait la souffrance. Corrélativement, comme si le fait de s'interroger rendait la situation encore plus insupportable. Nous finissons alors par accepter de devenir ce que nous croyons être, et par nous reconnaître dans cette image incorrecte. Une conscience de soi étroite nous confine dans un rôle et restreint nos possibilités de développement. Aussi vivons-nous dans une prison psychologique que nous avons nous-mêmes construite, où nous entravons notre liberté d'action, victimes de nos croyances et de nos opinions qui nous ont conditionnés à réagir comme nous l'avons toujours fait. Cette attitude nous condamne, en quelque sorte, à habiter dans une maison sans l'avoir visitée complètement et à avoir peur devant des portes closes. Se connaître pour changer. Submergés par des difficultés qui nous dépassent, nous n'avons pas l'énergie nécessaire pour engager un processus de changement. À refuser de faire face à notre vérité personnelle, nous tentons par là même de nous soustraire à nos responsabilités sans trouver la force d'échapper à nos problèmes. Tels ces alcooliques qui persistent dans leur penchant parce qu'ils refusent d'admettre leurs troubles. L'absence de compréhension de soi, le rejet de la réflexion, favorise l'immobilisme et mène vers une impasse. Bien se connaître pour mieux changer, c'est une des clés du succès de cette entreprise qui, sinon, risque d'échouer par manque de lucidité. Si chaque problème comporte sa solution, la réponse est bien souvent cachée dans la question. Encore faut-il se la poser. L'important est donc de s'interroger et de découvrir les failles qui, lorsqu'elles ne sont pas prises en considération, nous gâchent la vie. Une perception nouvelle de nos réactions nous aidera à construire l'idée d'une libération personnelle et bientôt à nous libérer. Dresser un bilan permet de faire la part des choses, de prendre du recul, de poser des repères qui tracent une piste amenant au plus profond de nous-mêmes. Ainsi, la prise de conscience rend possible une remise en question, un éclairage nouveau porté sur nous-mêmes et, à court terme, nous pourrons relativiser nos difficultés en connaissance de cause. Découvrir, admettre ses limites, c'est être déjà capable de les dépasser. Osez faire face à vos problèmes, vous gagnerez. En outre, il faut identifier ses points faibles pour mieux les surmonter, pour les utiliser et s'en servir. Nous devons savoir ce que nous pouvons améliorer et jusqu'où nous pouvons aller. Camille, qui rougissait pour un rien, s'est aperçue que ce défaut pouvait avoir son charme. Elle prit les devants et, quand elle se sentait rougir, s'exclamait qu'elle « prenait feu » entre guillemets, avec un grand sourire. Bientôt, elle rougit moins et entendit ses interlocuteurs déclarer que c'était pourtant charmant. Ce nouveau regard sur vous traque les zones d'ombre où se nichent vos difficultés. C'est un point de départ nécessaire pour, par la suite, comprendre les mécanismes qui règlent ou dérèglent votre conduite, votre fonctionnement, ce que nous examinerons plus loin. Se connaître, c'est aussi découvrir ses possibilités et les exploiter au mieux. Se mettre en contact avec ses ressources permet d'évoluer. Vous y viendrez. Le manque de confiance en soi implique de nombreux facteurs et résulte de leur combinaison, de leur interaction.
Nous allons ensemble explorer les différents aspects du manque de confiance en soi et tenter d'en dégager les caractéristiques afin de brosser un portrait où chacun pourra, s'il le veut, se reconnaître. Cette grille de lecture s'articule autour de plusieurs pôles. Les sentiments d'infériorité, de découragement, de honte, d'anxiété, de rejet, ainsi que la restriction de vie et le renoncement à soi-même. Le sentiment d'infériorité. Le sentiment d'infériorité est la colonne vertébrale du manque de confiance en soi. Il l'engendre et le nourrit. Alfred Adler, médecin et psychologue contemporain de Freud, écrit « J'ai depuis longtemps insisté sur le fait qu'être homme, c'est se sentir inférieur. » Adler assimile le sentiment d'infériorité à un phénomène psychique naturel qui existe en chacun de nous, mais en des proportions diverses. Il le compare à, entre guillemets, l'état d'infériorité des organes. Face au traumatisme de l'existence, le seuil de tolérance de l'organisme diffère selon les individus et leur zone de fragilité. Mais quand ce seuil est dépassé, des symptômes morbides apparaissent. Deux sujets exposés à la pollution atmosphérique réagiront différemment. L'un développe une crise d'asthme, fragilité des bronches, l'autre contracte une conjonctivite, fragilité oculaire. De la même façon, le sentiment d'infériorité psychologique s'exprime différemment selon les individus, parfois de manière temporaire, parfois de manière permanente. Dans ce cas, devenu excessif, il envahit la conscience, s'y établit de manière durable et bloque la réalisation des projets. Il paralyse l'activité sous prétexte de l'inefficacité de toute entreprise et condamne à l'inaction et à l'échec. Ainsi, selon Adler, le sentiment d'infériorité serait au centre de toutes les névroses et pourrait donner lieu à toutes sortes de conduites pathologiques. Nous en reparlerons plus loin. Le sentiment d'infériorité est un moteur négatif qui met en place et alimente la piètre opinion qu'on a de soi. Vous passez votre temps à ruminer vos défauts, à les amplifier. Vous vous jugez petit et peu intéressant, pas doué, pas à la hauteur. Vous êtes obsédé par vos manques et ne cessez de vous dénigrer à travers de petites phrases assassines. Je ne suis bon à rien, je ne réussirai jamais, je suis un incapable. Les actions les plus banales et quotidiennes sont passées au crible de votre prétendue médiocrité. J'ai encore oublié d'acheter du pain, quel crétin. Je ne suis pas allé chez le garagiste, je suis nul décidément. Et comme si mettre en relief ses carences, se concentrer sur ses imperfections, regarder ses défauts à la loupe, se rabaisser ne suffisait pas, il vous faut encore déprécier vos qualités. Elles sont passées au peigne fin de la critique, sans cesse dénigrées et contestées. Mathieu, qui vient d'obtenir son bac, doit fournir un dossier de candidature pour un stage d'été. Il ne réussit pas à trouver les mots, ni à tourner des phrases qui le mettraient en valeur. Il se sent dépossédé de toute intelligence, de tout don, de toute capacité. J'ai l'impression que je ne peux pas aller plus loin, que ma vie est finie. Je vais végéter toute mon existence. Je n'ai pas le profil pour ce poste de vacataire. Et si on lui rétorque qu'il a eu son bac du premier coup, il ne cesse de répéter qu'il ne comprend même pas comment il a pu réussir, qu'il n'y est pour rien, que c'est le hasard, un coup de chance, qu'il est tombé sur des questions faciles, que ses correcteurs ont été indulgents. Que s'il devait repasser cet examen, il le raterait parce qu'il n'a pas une très bonne mémoire et qu'il possède une intelligence très moyenne. Impossible de lui faire admettre qu'il a des dons, qu'il est sérieux, travailleur, tenace. Il n'en démordra pas, il est un raté et le demeurera. Cette autocritique permanente se double d'une survalorisation des autres. Ils sont ce que vous ne serez jamais, beaux, intelligents, cultivés, aimables. Ils ont des atouts que vous ne posséderez jamais. La réussite, la chance, des amis, de l'argent, une bonne situation. Marion constate amèrement qu'Alice, une collègue de bureau,
est capable de mener de front son travail et sa vie de famille. Elle est toujours impeccablement habillée, fraîche, séduisante et performante. Tandis que moi, soupire Marion, je suis débordée par mes enfants, mon mari, mon patron, je n'arrive pas à faire face. Je suis incapable de m'organiser et je finirai par ressembler à une souillon. D'ailleurs, je suis une souillon. La comparaison tourne ainsi à votre désavantage et prend des proportions exagérées. Il est mieux que moi, devient ils sont tous mieux que moi. Jean-Louis a moins de succès auprès des femmes que son ami Guillaume. Cela ne l'étonne guère. Guillaume est tellement plus beau et plus drôle que moi, se répète-t-il, et il ajoute aussitôt. D'ailleurs, tous mes copains ont plus de succès que moi, tous les hommes ont plus de succès que moi. Évidemment, il n'est pas difficile de trouver autour de soi des personnes qui réussissent mieux, si on cherche bien, et surtout si on ne cherche que cela. Une dernière remarque, n'oublions pas, dans ce portrait, ces individus peu sur d'eux qui deviennent des tyrans odieux avec les faibles, les inférieurs, et aimables avec les puissants, qui sont suffisants et vantards, qui se rengorgent de leurs titres universitaires, de leurs amis célèbres, de leurs richesses. Comme le remarque Adler, ce comportement masque en fait un sentiment d'infériorité profondément enfoui. Pour compenser leur manque, leur malaise intérieur, ces individus se persuadent de leur propre valeur, de leur capacité exceptionnelle et peuvent sembler avoir confiance en eux. Mais ils ne souhaitent pas changer et ne liront pas ce livre. Laissons-les à leur chimère. Le sentiment de découragement. Se juger négativement, c'est envisager toute entreprise personnelle comme vouée à l'échec. Face à l'action, vous êtes défaitiste. Vous raisonnez en termes d'échec potentiel et non de réussite probable. Vous êtes incapable de faire la part des choses, de peser les avantages et les inconvénients. Pour vous, il ne peut y avoir que des désavantages. Toute réalisation, tout engagement s'avère donc problématique. Changement et responsabilité vous font peur. Cette tendance à exagérer les difficultés potentielles entraîne un sentiment constant de tension et d'insécurité. Si vous avez un projet, vous nagez dans le doute. Je le fais pas. J'y vais pas. Ces moments d'indécision entretiennent des ruminations continues quant à l'évaluation de la situation et vos capacités à y faire face. Sarah, découragée par son moniteur de ski à passer son chamois, gâche ses vacances de Noël en se répétant avec angoisse 100 fois par jour qu'elle n'est pas prête, que l'année prochaine elle aura progressé, mais qu'elle va être ridicule si elle ne se présente pas car tous ses copains passent cette épreuve, etc. Pour compléter le tableau, vous redoutez un demi-échec. Si j'ai un échec partiel, c'est aussi grave que si j'échoue complètement. Si je prends le moindre risque, c'est dangereux, je m'expose au désastre. Ceci explique que vous avez tendance à remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même, ou à reculer et à renoncer dès que survient le moindre incident. Paola, vétérinaire, envoyait son assistant à sa place quand le chien dont elle s'occupait ne guérissait pas immédiatement. Si vous décidez enfin de vous engager, vous sombrez dans des vérifications incessantes dans la mesure où vous avez le sentiment de ne rien contrôler. Sandra, secrétaire médicale dans un service hospitalier, devait organiser une conférence de praticiens renommés. Elle se sentait totalement débordée par cette nouvelle tâche, examinait sans cesse les listes de noms de peur d'oublier quelqu'un, écrivait les phrases qu'elle prononcerait au téléphone, les apprenait par cœur. Au fil du temps, en dépit de ses efforts, ou plutôt à cause d'eux, elle se sentit de moins en moins efficace, de plus en plus épuisée. En dernier ressort, la dépréciation de soi laisse trop souvent la place à une inhibition formulée en ces termes. Il est inutile de faire quelque chose si on ne le fait pas bien. Elle ancre la certitude que rien ne vaut la peine d'être entrepris, puisqu'on ne réussira pas. Thierry est rédacteur dans une agence de publicité. Son patron lui propose de créer une nouvelle agence à Londres. Thierry pense tout de go et pêle-mêle. Je n'y arriverai jamais. Je ne parle pas assez bien anglais. Je ne connais pas ces nouveaux clients. Je ne sais pas s'ils vont m'apprécier. Je suis trop différent des Anglais. Je risque de ne pas leur plaire. Et il refuse le poste.
Dans ces conditions, vos projets d'avenir sont quasiment inexistants. Aucune ambition ni désir de changement, mais la résignation. À la fin de ses études, Catherine obtient une place d'assistante comptable dans une petite entreprise. Au début, elle trouvait ce job peu intéressant, mais peu à peu, son opinion évolue. Je ne changerai pour rien au monde, je me suis habituée à mon poste, je m'y trouve bien au chaud. Elle est d'autant plus rassurée que la chef comptable a 1 an de plus qu'elle. Ainsi, Catherine n'a aucune chance de promotion. Le sentiment de honte. Vous avez honte de vos peurs devant la réalité, la vie, le changement, l'échec, les conflits, les autres, leur jugement. De votre physique, terne, minable, raté, quelconque, insignifiant, ordinaire, exécrable. De vos idées, stupides, médiocres, navrantes, banales, simplistes. De vos défauts, timidité, nervosité, susceptibilité, dissimulation, paresse, maladresse, hésitation, colère rentrée. De votre émotivité, de rougir, pleurer, trembler, sursauter, tressaillir, bafouiller. De votre comportement, effacé, gauche, embarrassé, pusillanime, timoré, lâche. De votre vie misérable. Vous avez même honte d'avoir honte. Alain ne se pardonne pas d'avoir laissé couler quelques larmes le jour du mariage de son frère. Ariane se reproche d'avoir le trac avant de donner une conférence. Coralie, brune, plantureuse, a tellement honte de ses rondeurs qu'elle refuse de se mettre en maillot de bain devant les autres. Elle fait les courses, la cuisine, le ménage. Tous les prétextes sont bons pour éviter la plage. Fred se trouve déshonoré après avoir déclaré à un ami qu'il faisait la grasse matinée le dimanche. La honte provient de la certitude d'être aux antipodes de son idéal. Je ne serai jamais cet être parfait dont j'ai rêvé. Elle s'applique à tout ce que l'on n'a pas réalisé et que l'on ne réalisera jamais, à tout ce que l'on n'est pas et ne deviendra jamais. Ce sentiment installé insidieusement s'exprime souvent à travers des remarques telles que « je ne vaux rien, je ne suis pas respectable, je me déçois toujours ». En somme, vous vous reprochez de ne pas être comme il faut, de ne pas faire comme il convient et de ne jamais pouvoir y parvenir. Ce sentiment constant de faute se double d'une extrême sévérité envers vous-même, sévérité parfois proche du mépris. Les moindres écarts ou négligences se transforment en méfaits inexcusables. Lydie, propriétaire d'un magasin de vêtements, fait sa caisse comme tous les soirs. Comme tous les soirs, elle compte de nouveau et s'aperçoit avec horreur qu'elle s'est trompée. Bien qu'elle soit la seule à s'être rendue compte de cette légère erreur, elle en est profondément mortifiée et s'adresse des reproches véhéments. « Tu n'es vraiment bonne à rien, tu ferais mieux de faire autre chose. » Vous ne vous autorisez pas à avoir des droits, mais uniquement des devoirs. « J'aime peindre », s'exclame Caroline, mais j'ai complètement cessé, comme si je n'avais pas le droit de me détendre avec mes tubes de couleurs et mes pinceaux. Il y a toujours tellement d'autres choses à faire. Les courses, le ménage, le repassage, les factures. Cette attitude intransigeante ne laisse pas de place au bonheur. Convaincu de ne pas en être digne, vous refusez de jouir de l'existence et de ses grands et petits bonheurs. Quand son mari lui offre un collier pour son anniversaire, Ariel pense immédiatement que ce bijou doit coûter cher, très cher, qu'il est trop beau pour elle, qu'elle ne le mérite pas. Christian a gagné un voyage aux Caraïbes. Pendant que je bronze, il y a tant d'êtres malheureux qui se tuent à la tâche alors que je me prélasse au soleil, se répète-t-il sans cesse. Autant dire que ses vacances en furent gâchées. La honte se transforme rapidement en culpabilité à l'égard des autres. Vous vous faites des reproches, je ne suis bon à rien, je manque de volonté. Vous avez des remords, j'ai du mal à assumer mes responsabilités, on ne peut pas compter sur moi. Vous êtes à la fois juge et accusé dans un tribunal sans avocat pour vous défendre. Albert, directeur adjoint d'une PME, travaille 24 heures sur 24 quand il s'occupe d'une commande. Il explique qu'il doit en faire plus parce qu'il est lent et qu'à cause de lui, l'entreprise risque de faire faillite et de perdre des clients. Il est persuadé qu'il nuit à son associé et qu'il doit réparer ses torts.
Le sentiment d'anxiété. La plupart des situations imprévues auxquelles vous êtes confrontés ont un point commun, l'anxiété qu'elles provoquent en vous. En effet, elles impliquent une double menace. D'une part, le danger, les pièges que vous pressentez, d'autre part, votre incapacité à les maîtriser. Votre patron vous confie un dossier difficile. Votre mère vous demande de vous occuper de son portefeuille boursier. La baby-sitter de vos enfants est malade. Un collègue s'absente et vous laisse tout le travail. Dans tous ces cas, vous voilà bien embarrassé, déjà anxieux. Mais dans la mesure où vous savez que vous ne pourrez faire face, votre anxiété augmente déjà et vous retombez dans la litanie des « je ne sais que faire, je suis désemparé, je n'y arriverai jamais, je suis dépassé ». Il faut bien différencier l'événement qui déclenche la réaction d'anxiété, le stresseur, qui vous est extérieur, de l'anxiété elle-même, qui est la réaction de votre organisme et se produit en vous. L'anxiété est une appréhension envahissante, peu contrôlable, face à des événements particuliers qui vous prennent souvent de court, auxquels il faut s'adapter et répondre en général rapidement. Si l'on en considère uniquement l'aspect négatif, son retentissement se manifeste à plusieurs niveaux qui interagissent en permanence. Au niveau du corps, malaise avec tachycardie, sensation d'étouffement, tension musculaire, voix tremblante, rougissement, gestes plus saccadés. Au niveau du comportement, désorganisation avec apparition de conduite d'évitement ou d'inertie. Au niveau des pensées, confusion avec difficulté à rassembler ses idées, à raisonner, à se concentrer. Pour couronner le tout, vous vous sentez sur le plan émotionnel irritable, diminué, épuisé. La manière dont vous appréciez le stresseur et surtout dont vous envisagez les solutions acceptables va déterminer votre réaction anxieuse. Selon le psychologue Lazarus, cette évaluation comporte 2 phases. Une première évaluation, réaction d'alarme, où vous estimez le caractère désagréable, inquiétant ou insupportable de la situation. Une seconde évaluation, réaction d'adaptation, où vous allez juger de votre aptitude à faire face et trouver une solution. En général, ces évaluations successives vous permettent de mobiliser votre énergie, ce qui vous aide à mieux affronter la situation. Ces 2 phases sont en interdépendance étroite. Moins vos capacités à faire face sont solides, plus le stresseur vous paraît menaçant, plus votre anxiété augmente et vous perturbe. Quand on n'a pas confiance en soi, le seuil de tolérance à l'anxiété est très bas. L'évaluation des faits désastreuse, la réaction inadaptée. Être persuadé qu'on n'arrive à rien dans la vie, qu'on va d'échec en échec, ne permet pas d'appréhender sainement une situation. Vous ne vous sentez pas capable de contrôler un événement qui vous échappe, que vous percevez comme un danger et qui vous renvoie à votre incapacité. Vous êtes paniqué, effrayé, accablé et dans tous les cas désorganisé. Christophe devait déjeuner avec une cliente qui n'est pas venue. Il l'a attendue 3 heures dans un état d'anxiété intense, persuadé qu'elle lui avait posé un lapin parce qu'elle l'avait trouvé stupide lors de leur précédente rencontre. Il apprend le lendemain que l'avion de sa cliente a été retardé et qu'elle n'a pas pu le prévenir. Déstabilisé par l'intensité de vos réactions anxieuses, vous pouvez encore sombrer dans une phase d'épuisement. Les efforts, à mauvais escient, l'angoisse, consomment une énergie considérable et entament votre résistance. Ils agissent comme sur un moteur mal réglé qui tombe en panne facilement. En fin de compte, vous adoptez l'idée qu'il est plus commode de fuir les épreuves et d'éviter les responsabilités plutôt que de les assumer. Le sentiment de rejet. Il provient de la certitude que rien en vous n'attire l'admiration ni l'affection et traduit la peur d'être jugé par autrui. Quand on ne nourrit pas d'illusions sur soi, on ne nourrit pas d'illusions sur les sentiments des autres à son égard. Vous vous jugez peu aimable, vous êtes sûr que les autres pensent comme vous. Donc, vous avez tendance à vous sentir facilement critiqué ou rejeté. Un rien vous blesse.
Vous développez une sensibilité extrême à la moindre remarque, puisqu'elle vient renforcer tout le mal que vous pensez de vous. Marianne se sent laide et vulgaire quand sa sœur lui signale gentiment qu'elle a des traces de rouge à lèvres sur la joue. Vous conservez uniquement les messages qui confirment la mauvaise opinion que vous avez de vous. Quand Richard propose à Martine de faire seule les courses au supermarché afin qu'elle puisse se reposer parce qu'elle paraît fatiguée, elle pense immédiatement que son mari l'a percée à jour et la critique, puisqu'elle sait depuis toujours qu'elle n'a aucune énergie et que le moindre effort l'épuise, qu'elle ne possède ni volonté ni courage, bref, qu'elle est une mauviette. Et le temps passant, elle va accumuler de semblables messages, autant de preuves de son peu de valeur. Le jugement d'autrui est une épée de Damoclès au-dessus de vos têtes. Vous pensez toujours: à quoi bon discuter, puisque je suis certain que les autres me prennent pour un imbécile. Ainsi, vous vous conformez à l'opinion générale et renoncez à exprimer vos idées. La sœur d'Henri vient d'épouser un agrégé d'histoire. Bien qu'il soit lui-même féru d'histoire, Henri n'ose pas, lors des réunions de famille, interroger son beau-frère de peur de passer à ses yeux pour un âne. Vous ne cessez de guetter les réactions des autres, de vous tenir sur vos gardes. Si vous arrivez en retard au restaurant et que vos amis sont silencieux, vous êtes sûr qu'ils étaient en train de se moquer de vous, puisque vous ne réussissez jamais rien. Cette vigilance entraîne des difficultés à nouer des relations, à moins d'avoir la certitude d'être accepté sans critique. Marcel ne prend le train qu'avec Lionel, qui est un brave type, déclare-t-il, pas méchant pour un sou. Marcel pense que les autres, entre guillemets les bons, ne voudraient pas l'accompagner, mais surtout, il se sent rassuré par Lionel, qui est timide et ne parle pas beaucoup. Le plus souvent, vous vous excluez vous-même. Quand Esther a eu son premier enfant, elle n'a jamais osé demander un conseil à ses amis. Elles verront tout de suite que je suis une mauvaise mère, que je ne sais pas m'occuper de ma fille. Votre sensibilité excessive frise la susceptibilité, mais vous ne montrez jamais ce que vous ressentez de peur d'être ridicule. Ainsi, vous portez un masque, vous jouez un rôle, et vous souffrez. Restriction du mode de vie et renoncement à soi-même. Vous avez peur de dire des choses inadaptées et stupides, ou d'être incapable de répondre à une question. Par conséquent, vous évitez les activités sociales, professionnelles ou amicales qui impliquent des contacts importants avec autrui. Irène est nommée à un poste administratif à l'ambassade de France à Berlin. Elle parle couramment allemand et a la chance d'avoir déjà une amie sur place. Mais quand celle-ci propose d'organiser une soirée pour la présenter aux autres membres de l'ambassade, Irène trouve tous les prétextes pour se dérober. C'est trop tôt, je viens d'arriver. J'ai du travail le soir. Ma garde-robe n'est pas assez chic. Je suis mal coiffée. Ainsi, elle ne rencontre personne. Vous avez tendance à vous renfermer dans une réserve prudente et à vivre dans l'imaginaire où vous puisez quelques satisfactions. Aussi, êtes-vous plutôt solitaire, replié sur vous-même. Quand Aurélie rentre chez elle le soir, elle débranche le téléphone. Elle lit des romans d'amour, s'identifie avec passion aux héroïnes et se coupe du monde. Cette fuite devant les autres n'est pas faite pour améliorer la communication qui devient de plus en plus laborieuse et pénible. En revanche, vous passez votre temps à quêter l'approbation de vos rares amis ou de votre famille, à rechercher leur reconnaissance pour le moindre de vos gestes, de vos actes. Vous désirez avant tout qu'on vous cautionne et qu'on vous garantisse que vous vous comportez correctement. Vouloir être aimé de cette manière vous place dans une situation de dépendance. Vous finissez par ressembler au propriétaire d'une automobile qui laisse toujours le volant à un autre. Vous êtes l'éternel passager. Vous vous efforcez d'être aimable, gentil, de vous montrer agréable, d'aplanir les difficultés, de ne pas déranger. Qu'en pensez-vous ? Semble être votre phrase de prédilection. Vous évitez de confronter vos véritables sentiments à ceux des autres. Vous éludez tout conflit, toute altercation. Votre volonté est tendue pour essayer de savoir ce que veut l'autre. Ceci
au détriment de vos propres besoins. De ce fait, vous ne savez plus très bien ce que vous voulez. Il s'agit de faire plaisir à tout prix. René, traducteur dans une maison d'édition, travaille 10 heures par jour, se précipite pour remplacer Laurent, pour rapporter le courrier, les dossiers, pour envoyer les fax, pour faire les photocopies, pour mettre des pièces dans les parcs-mètres. Afin de dissiper vos doutes, vous vous soumettez à la volonté des autres. Vous dépendez de leur acceptation. Je ne peux pas me débrouiller seul. Je n'ai pas suffisamment confiance en moi pour être efficace. Vous êtes passif, influençable. Vous acceptez tout des autres sans rien exiger en retour. Vous les laissez décider à votre place et ne prenez jamais d'initiative ni de décision. Pour vous sentir rassuré, vous êtes docile, déférent, convenable, discipliné, doux, humble, mais aussi résigné, humilié, subordonné, opprimé. Vous jouez un rôle conforme à ce que vous pensez qu'on attend de vous. Vous dissimulez le manque d'assurance derrière des apparences souriantes ou de neutralité bienveillante. Mais le désaccord persiste entre ce que vous montrez et ce que vous ressentez. Là encore, vous souffrez. Avant d'aborder les techniques qui vous permettront de changer, nous allons nous pencher sur les maladies liées au manque de confiance en soi. Chapitre 2. Maladies liées au manque de confiance en soi. Les difficultés que nous venons d'évoquer peuvent se cristalliser, notamment face à des chocs répétés, et devenir invalidantes. Les sujets les plus solides sont susceptibles de se décourager et de craquer passagèrement quand ils sont confrontés à des situations traumatisantes, chômage, divorce, deuil, maladie grave. Que dire des individus qui n'ont pas confiance en eux? La plupart du temps, ils s'effondrent, incapables de supporter un événement qui remet en question une image fragilisée. On passe alors d'un simple handicap à une maladie qui peut n'être qu'un épisode douloureux, mais aussi devenir chronique. L'anxiété généralisée. Ce trouble, aussi fréquent chez les deux sexes, se caractérise par la présence persistante de craintes et de préoccupations immotivées ou exagérées. L'anxiété est diffuse, flottante et anticipe les dangers. L'appréhension d'une menace permanente concerne aussi bien les proches que soi-même. Le sujet s'inquiète et s'attend à subir des épreuves diverses. Maladies, accidents, problèmes sentimentaux, professionnels ou financiers. Sans raison valable, il se soucie d'un malheur qui pourrait frapper un de ses enfants ou d'une catastrophe qui pourrait toucher son entreprise ou encore d'un conflit qui pourrait mettre en échec son couple. Une myriade de symptômes accompagne ce trouble. Une désorganisation du système neurovégétatif qui entraîne des sensations d'oppression, souffle coupé, étouffement, boule dans la gorge, de malaise, étourdissement, des palpitations cardiaques, des problèmes abdominaux, spasmes, nausées, diarrhée, des sueurs froides, etc. Des perturbations motrices qui se manifestent par une tension musculaire intense avec tremblement, frémissement et suscitent des contractions et des douleurs musculaires. Des troubles du sommeil, de la concentration, de la mémoire, une grande fatigabilité, un sentiment constant d'énervement, d'irritabilité. Depuis qu'il est devenu directeur d'agence, un patient nous raconte qu'il tremble continuellement. Il a toujours peur de ce qui pourrait arriver. Il use et abuse d'expressions telles que « je me fais du mauvais sang »,« j'ai la peur au ventre »,« j'ai l'estomac noué », pour décrire ce qu'il ressent presque quotidiennement. Je suis tendu du matin jusqu'au soir. Quand je me lève, je pense à tout ce qui pourrait mal se passer au travail. J'ai peur d'être en retard à mes rendez-vous, de perdre des clients. Si j'entends mes enfants tousser, je pense qu'ils ont attrapé une pneumonie et je téléphone 20 fois pour être rassurée. Si ma femme me dit au revoir d'un air las, je crains qu'elle ne m'aime plus. Si ma moto ne démarre pas dans les 3 secondes, je suis sûre qu'elle va tomber en panne. Si ma secrétaire n'est pas à son poste quand j'arrive au bureau,
Je suis persuadée qu'elle a perdu un dossier important, etc. La phobie sociale. Le malaise face aux autres peut se transformer en phobie sociale. Ce trouble se distingue de l'anxiété généralisée en raison de l'existence d'un facteur déclenchant, une situation sociale particulière, et de son caractère relativement limité. En effet, cette affection se manifeste essentiellement dans des circonstances déterminées, à travers une peur intense d'être sous le regard d'autrui et de se comporter de façon honteuse ou ridicule. L'anxiété survient exclusivement dans ces situations phobogènes ou avant de les affronter. La crainte de parler, de dire des âneries, d'être incapable de répondre, de trembler, de rougir en public, même devant un groupe restreint, de s'étouffer en mangeant face à quelqu'un, entraîne une réaction anxieuse immédiate et brutale. Le sujet est envahi par un sentiment de panique avec des sueurs, sensation d'étranglement, tachycardie, difficultés respiratoires, tremblements, etc. Il se sent diminuer et perd ses moyens. Ultérieurement, il aura tendance à éviter ce type de situation à risque. Il préfère les fuir ou s'y soustraire, ce qui finit par compromettre sa vie professionnelle ou sociale et entraver ses relations amicales. Lors du premier entretien, un patient nous raconte qu'au bureau, il est programmateur, il passe son temps à éviter de déjeuner dans le restaurant de l'entreprise. Il redoute, par-dessus tout, de se retrouver à table face à ses collègues. Je ne sais pas quoi dire. J'ai peur de trembler, de renverser mon plateau. Je pense que tout le monde me regarde et se moque de moi. Au moment où ces troubles ont débuté, il s'arrangeait pour arriver en retard et s'asseyait dans un coin isolé. Il déjeunait très vite sans regarder personne. Mais progressivement, son malaise a empiré et cette méthode s'est révélée inefficace. Dès lors, à midi, il est obligé d'inventer toutes sortes de prétextes pour se dérober. Il est au téléphone, il a un rendez-vous, il doit aller aux toilettes, faire une course, etc. Il mange un sandwich en cachette ou s'abstient de déjeuner. Dernièrement, il a remarqué que cette peur de manger en public s'était développée. Il ne pouvait plus accepter de repas à l'extérieur ni inviter des amis à dîner chez lui. La dysthymie. Cette affection se manifeste par des perturbations de l'humeur, dont la tonalité dépressive est au premier plan. Si le syndrome dépressif est d'intensité relativement modérée, c'est un trouble durable qui peut persister très longtemps. La plupart du temps, le sujet est dysthymique et fatigué. Il manque de dynamisme. Il se dévalorise et évalue son avenir de façon négative. Il présente des troubles de l'alimentation, perte de l'appétit ou fringale, du sommeil, insomnie ou hypersomnie, de l'attention et de la mémoire. Si le dysthymique est capable de répondre aux exigences de sa vie quotidienne et professionnelle, il n'en est pas de même dans le domaine relationnel. Les relations peuvent être rendues difficiles en raison de son manque d'enthousiasme et de perspective. Une patiente se plaint d'être un fardeau pour ses proches. Il y a 2 ans, ayant un cancer de l'utérus, elle a subi une hystérectomie. Elle a depuis lors l'impression de ne plus être elle-même, de ne plus être désirable, d'avoir perdu sa féminité. Elle ressasse son opération qu'elle ressent comme une mutilation. Elle n'a envie de rien, éprouve peu de plaisir. Elle se sent souvent dépassée par les événements, pas à la hauteur. Elle s'énerve pour des broutilles. Elle se surprend certains jours à ne pas s'habiller, ni se maquiller. En un mot, dit-elle, je ne suis plus bonne à rien, juste à faire le ménage, les courses, à préparer le repas et encore. Comment voulez-vous que ma famille n'en souffre pas? La psychasthénie. Le doute, l'indécision, qui infiltrent tous vos choix, peuvent se systématiser. Les difficultés à saisir une situation d'une manière synthétique, l'incapacité à décider et à adopter des solutions concrètes, l'inaptitude à agir caractérisent ce trouble. Cette aboulie, qui est un comportement caractérisé par une défaillance de la volonté qui suscite de grandes difficultés pour prendre une décision ou réaliser un projet, s'accompagne de penchants à la rumination et à l'introspection. Le repli dans la pensée s'exprime par l'incertitude, un souci exagéré d'exactitude
et une méticulosité anxieuse. La vie relationnelle est pauvre. Les réactions sont inhibées et manquent de spontanéité. La vie affective est envahie par l'angoisse, l'asthénie psychique et le doute. La tendance extrême au scrupule et le sentiment de faute suscitent des crises de conscience morale et de culpabilité. Une patiente nous rapporte qu'à la suite du décès accidentel de son mari, elle a peu à peu perdu pied. Elle s'est sentie tout d'abord très déprimée, ce qui lui paraissait naturel. Mais progressivement, elle a assisté, impuissante, à l'installation de ce qu'elle appelle ses manies. Inspectrice des impôts, elle devait rédiger de nombreux rapports. Elle avait toujours manqué de confiance en elle et craint de commettre des erreurs. Elle hésitait avant d'utiliser tel ou tel terme et redoutait de porter un jugement définitif sur les contribuables qu'elle contrôlait. Mais, à aucun moment, ces doutes ne l'avaient handicapée gravement dans son travail. Ce n'était plus le cas. Elle était constamment préoccupée à l'idée qu'une faute pouvait, à son insu, se glisser dans son texte, et elle devait le relire systématiquement à voix haute en s'enregistrant à l'aide d'un magnétophone. Elle emportait à la maison cassettes et rapports écrits, ce qui engendrait une double source de vérification. Ces contrôles incessants lui prenaient de plus en plus de temps, sans pour autant supprimer son anxiété ni ses scrupules. Elle ne pouvait plus sortir avec des amis, ni recevoir ses enfants, mettait des mois avant de rendre un rapport et se trouvait dans un état de fatigue intense. Les maladies psychosomatiques. L'impossibilité d'exprimer ce que l'on ressent et le stress chronique peuvent entraîner des maladies somatiques. La liste est longue des affections physiques influencées par des facteurs psychologiques, depuis les migraines et l'asthme jusqu'aux maladies de peau, aux ulcères gastriques ou duodénales, aux colites, aux douleurs dorsales, à la tachycardie, à l'hypertension, etc. En général, les troubles surviennent quand le psychisme débordé n'arrive plus à absorber les décharges d'énergie. Quotidiennement, nous subissons un certain nombre de chocs sur le plan familial, professionnel, amical ou social. Quand on est vulnérable ou épuisé, on ne parvient plus à mobiliser ses ressources psychiques et à faire face. Dans ce cas, on assiste à une sorte de substitution et le corps est mis à contribution. La souffrance va s'exprimer à travers un mal-être physique, puisqu'il n'y a plus moyen de la penser. Ce processus reste encore largement mystérieux actuellement, mais les recherches s'orientent vers les échanges entre les systèmes nerveux et immunitaires. Schématiquement, quand ces deux systèmes sont bien réglés et communiquent efficacement, ils permettent de lutter contre les maladies. Mais, s'ils se dérèglent, les mécanismes de défense immunitaire sont affaiblis ou court-circuités et la maladie peut se développer. Une patiente se plaint de ses crises d'asthme qui deviennent de plus en plus intenses et fréquentes. Dernièrement, elle a dû se faire hospitaliser en urgence à la suite d'une crise particulièrement longue et brutale. Elle a pensé mourir tant était intense la sensation d'étouffement qui l'oppressait. Elle comprend mal que son traitement ne marche pas aussi bien qu'au début de ses troubles. Elle en attribue la responsabilité à la pollution. Elle pense même aller vivre à la campagne. C'est une femme tendue, plutôt effacée et timide, qui semble tout encaisser sans broncher. Elle est très attachée à ses parents, qui lui reprochent sans cesse de ne pas venir les voir assez souvent. Je fais pourtant ce que je peux, mais à chaque fois que je leur rends visite, ça se passe mal. Ils ne cessent de me critiquer et je ne sais que répondre. À chaque fois, ces crises d'asthme surviennent plus pénibles et interminables. Mais cette patiente nie qu'il puisse y avoir un lien entre ce qu'elle supporte sans un mot et ce qu'elle exprime à travers sa maladie. L'alcoolisme. Chez des individus qui manquent de confiance en eux, repliés et mal dans leur peau, l'alcool peut jouer un rôle désinhibiteur. La prise d'alcool à un stade précoce donne l'illusion de se décomplexer et de se libérer de ses problèmes relationnels. On peut alors se sentir intérieurement plus sécurisé et lucide et apparaître spirituel, vif, énergique, enthousiaste, intelligent, communicatif et ouvert. Ce type d'alcoolisme à visée anxiolytique donne le courage d'affronter le monde extérieur ou permet de réparer les échecs. Le sujet boit, souvent seul chez lui,
avant de se confronter à une situation difficile, après avoir subi une frustration, ou encore le soir, ou pendant les week-ends pour compenser sa solitude. Parfois, il peut boire à l'extérieur pour se stimuler face aux autres. Dans tous les cas, avec le temps, ça se gâte. Il est en effet très difficile de maîtriser sa consommation d'alcool. La dépendance s'installe avec le besoin impérieux de boire des quantités de plus en plus importantes pour obtenir les mêmes résultats. La diminution du contrôle fait croître agressivité, intolérance, menace. Elle peut déboucher sur des actes violents et impulsifs. Pire encore, aboutir à la perte de conscience et au coma. On voit aussi se profiler une indifférence de plus en plus marquée pour d'autres sources de plaisir et d'intérêt. Dans la mesure où, très souvent, les alcooliques nient leurs symptômes ou les banalisent, il n'est pas facile de les aider à s'en sortir. Je bois très peu, nous confie une patiente de 55 ans, hospitalisée après un coma éthylique et une chute dans un escalier qui ont motivé 2 jours en service de réanimation. Progressivement, elle raconte qu'elle boit très occasionnellement, depuis 10 ans. À cette époque, son mari est parti avec une jeune femme, et cette patiente s'est sentie vidée, anéantie, comme si elle avait perdu tous ses repères. Elle s'est mise à manger n'importe quoi et a pris 15 kilos qu'elle a perdus après un régime sévère. Peu de temps après, elle a commencé à boire, je cite, « pour me remplir quand j'étais seule ». Elle poursuit, « Cela me remonte le moral et me donne confiance. Je ne suis plus nulle quand je bois ». Elle ajoute, « C'est mal de boire. J'ai honte devant mes enfants. Aussi, je bois en cachette. » Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle a frappé sa fille, qui voulait l'empêcher de conduire en état d'ivresse. Qu'elle brise tout chez elle quand elle a trop bu, et qu'elle s'est cassé le poignet après avoir absorbé un mélange d'alcool et de tranquillisant. Dans tous les cas, si vous voyez poindre quelques-uns de ces symptômes, consultez un médecin. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à toutes les personnes que cela peut aider et intéresser. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.